Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans Un Miro dans la ville, le podcast qui vous ouvre les yeux sur le handicap visuel. Aujourd'hui, je vais continuer de parler d'aviron. Vous l'avez compris, certainement dans le dernier épisode, c'est mon sport. J'adore ça, j'ai découvert ce sport pendant ma rééducation basse vision. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de la pratique sur l'eau, donc sur la pratique en extérieur. Et plus particulièrement, en fait, ça s'adresse à deux types de personnes, j'ai envie de dire. Ça va s'adresser aux personnes déficientes visuelles qui aimeraient découvrir et qui peut-être se mettent des barrières en se disant « Oui, mais ça va être compliqué, c'est difficile, je sais pas si c'est fait pour moi. » Enfin, tous ces trucs qu'on peut se mettre en tant que barrière. Et l'autre type de personne, ça va être plutôt... Alors, plus qu'une personne, c'est plutôt les clubs d'aviron qui pourront peut-être écouter cet épisode. Comment on accueille une personne déficiente visuelle? Est-ce que c'est compliqué de la mettre à l'aviron? Et vraiment, est-ce qu'il y a des freins pour accueillir ces types de personnes, avec ce handicap en tout cas? Donc là, je veux vraiment, comme d'habitude, parler que du handicap visuel. Alors déjà... ok. Donc pour commencer, pour les personnes déficientes visuelles, si vous avez envie de vous mettre à l'aviron, sachez que quand j'ai commencé, alors déjà, je venais de perdre la vue, ça faisait pas très longtemps, enfin ça faisait à peine un an. J'avais absolument pas confiance en moi, physiquement, c'était hyper compliqué, j'avais pris énormément de poids, faut le savoir, donc j'étais plutôt lourd, pas dans une période de ma vie où j'étais sur un corps sportif, donc j'étais vraiment sur un état physique plutôt très bas. Voilà. Donc clairement, on peut commencer dans n'importe quel état physique quasiment. C'est un sport qui est très doux pour tout le corps. C'est un sport qui fait travailler quasiment tous les muscles du corps. Et surtout, c'est un sport qu'on peut commencer à n'importe quel âge. Du moment qu'on est assez grand pour monter dans le bateau. Je dis n'importe quel âge, mais l'âge minimum, nous, ce qu'on fait dans mon club, c'est plutôt vers 10-11 ans. Tout dépend de la taille de l'enfant. Mais en termes d'âge le plus élevé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vraiment commencer très tard. Et ça, c'est pas un problème. Ensuite, les difficultés qu'on peut avoir au tout début, c'est vraiment des difficultés, c'est s'approprier l'environnement. L'environnement, il faut savoir qu'un garage à bateau, il y a donc ces bateaux qui sont plutôt très longs, assez fins, mais qui ont ce qu'on appelle des portants qui dépassent de chaque côté. Donc un garage à bateau, si on ne le connaît pas au tout début, ça peut faire un peu peur. Ça peut aussi faire peur aux personnes voyantes en disant « Oui, mais tu vas te prendre des portants dans la tête. » Les portants, c'est quand même en métal. Se prendre ça dans la tête, ça peut faire un petit peu mal. Mais sachez qu'une fois que vous êtes approprié votre environnement, on se déplace assez facilement dans l'endroit. Et surtout que quand on est déficient visuel et qu'on fait de l'aviron, normalement, on n'est pas tout seul dans le bateau. Donc on aura toujours des équipiers qui vont être avec nous pour sortir le bateau, pour descendre des avirons, pour monter dans le bateau, enfin vraiment pour tout faire. Donc c'est là-dessus, sur la partie de déplacement dans le garage à bateau, dans le club, il faut juste laisser à la personne déficiente visuelle le temps d'apprendre comment est agencé le club, comment tout ça est fait. Et clairement, une fois qu'on sait comment tout est fait, normalement il n'y a pas trop de problème pour se déplacer. Voilà. Tant que dans le club, on a aussi un peu de savoir-vivre ensemble, qui est de ne pas laisser des trucs traîner en plein milieu du passage, ne pas modifier l'agencement toutes les 3 semaines. Faut savoir que dans mon club, quand je suis arrivé en tout cas, ça a été un peu compliqué de faire comprendre que c'est bien de ranger les choses au même endroit. En fait, c'est pas juste bien pour moi, c'est bien pour tout le monde, parce que quand on recherche quelque chose, même quand on voit, si on doit chercher à chaque fois parce qu'il y a un tel ou machin qui a mis l'objet qu'on cherche à un autre endroit, en vrai ça gonfle, ça saoule, ça nous donne une mauvaise expérience, et du coup on n'a pas envie de rester. Alors clairement, ça c'est pour tous les clubs, ranger correctement. J'ai l'impression d'être un parent, mais j'ai pas d'enfant pour l'instant, mais vraiment, ranger vos garages à bateau, ranger tout ce qui est atelier, ranger tout ce qui est salle de sport, et laisser aux mêmes endroits les choses. Et s'il y a quelque chose qui doit changer d'endroit, et que ça va être son endroit permanent par la suite, prévenez la personne. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et en fait, le fait d'avoir toujours les choses au même endroit, c'est ce qu'on appelle la permanence de l'objet. C'est un truc qui est hyper important chez les déficients visuels, mais c'est aussi quelque chose qui est très important dans le quotidien de tout le monde. Si on sait où sont les choses, moi si demain je viens chez vous, je mets les poêles à la place des casseroles, alors vous allez avoir vos yeux pour regarder, mais en vrai, si c'est dans 2 placards différents,
au départ, vous allez commencer à râler parce que vous n'avez pas trouvé vos poêles, parce qu'ils sont rangés dans le placard où il y avait les casseroles. Voilà, pareil pour les assiettes, vous choisissez ce que vous voulez comme chose qu'on déplace, mais sachez que voilà, si vous rangez quelque chose à un endroit, gardez-le toujours au même endroit. Ça va aider dans l'accueil de la personne déficiente visuelle. Ensuite, c'est quoi le deuxième point de vigilance? Alors moi j'ai envie de dire, ce qui m'a beaucoup aidé au tout début, c'est que avec mon équipier qui m'a initié à l'aviron, donc on était en double, j'ai fait beaucoup de doubles pendant très très longtemps, que c'est le bateau le plus simple à découvrir quand on débute et qu'on est DV. Certains vous diront oui, mais quand on débute, on fait de la gueulette et c'est tout. Oui, mais quand on n'y voit pas, en vrai, ça peut être très compliqué, très perturbant dans un bateau où il y a beaucoup de monde. Ça va être plus facile à votre initiateur de gérer l'équilibre du bateau en double, de gérer le rythme et de bien vous suivre pour pas que ça vous perturbe dans le gestuel, alors que si on fait une yolette avec 4 débutants, au départ, c'est un peu compliqué. Voilà, chacun rame un peu dans son coin, et ça le fait pas. Alors que si on est en double, avec des bateaux qui sont aujourd'hui très très stables, vous prenez un double canoë, ça passe très très bien, c'est hyper stable, et ça pour débuter, pour apprendre, pour se perfectionner, c'est vraiment top quand on n'y voit pas. Ensuite, nous ce qu'on faisait avec mon initiateur, c'est que quand on descendait les avirons, alors plutôt que ce soit lui qui descende les 4 avirons tout seul, ce qu'on a fait, c'est qu'on faisait, on va dire un fagot, on mettait les 4 avirons ensemble, on les mettait sur l'épaule, moi devant, lui derrière, comme si en fait on descendait un bateau, mais en fait au final c'est les avirons. Pour les personnes DV qui ne se rendent pas compte de la taille de l'aviron, c'est le nom de la rame qu'on utilise dans ce sport, comptez environ 3 mètres pour des avirons de bateaux qui sont montés en couple, et presque 4 pour des avirons qui sont en pointe. Donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui est très long, et les bateaux sont encore plus longs que ça, mais voilà, ça permet en fait déjà d'établir une communication entre la personne qui nous guide et la personne et nous-mêmes en fait. Ça c'est plutôt très important, c'est très appréciable, ce qui nous permet de découvrir aussi le chemin qu'on va faire du garage à bateau jusqu'au ponton d'embarquement. Donc ça c'est quelque chose dans la découverte de l'environnement, c'est vraiment très important de faire confiance aussi à son équipier du jour ou à ses équipiers du jour. Et clairement, ça, une fois que c'est fait, normalement, ça pose pas trop de problèmes. Après, moi, ce que je conseille dans les clubs et aussi aux personnes DV, dites aussi quand il y a des choses qui ne vous vont pas. Si vous ne le dites pas, on ne peut pas savoir, on ne peut pas deviner. Surtout si c'est un club qui n'a encore jamais accueilli de personnes DV. Voilà, c'est très important d'expliquer ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Moi, typiquement, par exemple, je donne un exemple assez concret. Dans mon club, les bateaux de compète sont plutôt en hauteur. Donc on doit monter sur des escaliers amovibles pour aller chercher le bateau en hauteur. Souvent, quand je descendais le bateau avec ma coéquipière ou mon coéquipier, ce qui se passe, c'est quand il y a du monde autour, ils pensent que j'ai besoin d'aide à ce moment-là. Mais la seule aide dont j'ai besoin, c'est mon équipier. C'est à lui pas de me rassurer, mais d'assurer que je ne vais pas être trop devant ou trop derrière par rapport à l'escalier. Parce que forcément, si je fais un saut d'1 mètre, je tombe, le bateau tombe, et croyez-moi, un bateau, c'est pas donné. Donc, ça fait partie des choses. Si vous donnez trop d'informations, s'il y a 4 personnes autour de vous qui vous disent attention à ci, attention à ça, clairement, moi je suis paumé et j'arrête de bouger. C'est une tactique que j'ai faite aussi, j'arrête de bouger. Parce que clairement, il y a trop d'infos. Les gens, j'aurais déjà dit que non, c'était juste mon équipier si je suis en double, ou d'autres personnes quand je suis en bateau plus long. Mais clairement, voilà, dites stop, là il y a trop d'infos, vous me perturbez et vous me mettez en danger au final. Parce que c'est bien gentil de vouloir donner de l'aide, mais si elle est pas bonne cette aide, ça le fait pas quoi. C'est un peu comme si quelqu'un vous dit attendez, t'as crevé, je vais t'aider à démonter ton pneu, et au final en fait il défonce votre roue, et c'est pas bon, en fait la voiture elle va rester sur le bas-côté, et en vrai l'aide, vous auriez peut-être été un peu moins rapide à faire tout seul, et ça aurait bien fini. Et là, l'aide fait que la personne s'est mise en mode de vous aider, à pas chercher à comprendre comment vous avez besoin d'aide, et au final, ça donne pas quelque chose de bien. Donc ça, vraiment, sur l'aide, les gens sont souvent sous couvert de bienveillance, se rendent pas compte qu'en fait, ils vous mettent en difficulté. Et ça, c'est très très embêtant à faire comprendre à des personnes valides. Ensuite,
point de vigilance, quand vous arrivez sur le ponton. Alors ça dépend des clubs. Tous les clubs n'ont pas la même organisation de ponton. Certains ont une petite passerelle pour descendre dessus. Certains, c'est des escaliers. Certains, c'est un ponton qui va être... il n'y a pas besoin de tourner sur le ponton, c'est direct tout droit. D'autres, faut pouvoir tourner avec le bateau sur le ponton. Enfin, tout ça, ça dépend du club. Donc j'ai envie de dire, ça, c'est découvrir ensemble. Commencez effectivement, quand je vous dis, si vous commencez en double, ça fait partie des bateaux les moins longs, ce qui permet quand même de se débrouiller assez facilement, de faire confiance en son équipier. Et moi, ce que je fais, je touche vraiment beaucoup mes pieds. Une fois que je suis sur le ponton, mes pieds, en fait, ils frottent par terre. Voilà, c'est pas compliqué, je lève pas les pieds. Le but, c'est de chercher très doucement le bord du ponton. Parce que si j'arrive proche, parce que mon équipier, il peut très bien avoir aussi sa descente sur le ponton à gérer, et qu'il y a une petite période où ça peut être difficile pour lui de gérer les deux. Donc moi, ce que je fais, c'est que effectivement mes pieds traînent, et j'ai toujours, quand je pose le pied, j'ai toujours deux appuis, en fait. C'est-à-dire que je pose 2 fois mon pied. Je le pose et je repose, en fait. Ça me permet d'être sûr d'être sur une zone où je suis pas à moitié le pied dans le vide et que je vais tomber dans l'eau. Alors pareil ça, tomber dans l'eau. Est-ce que ça peut arriver de tomber dans l'eau pour une personne DV ? Alors oui, ça peut arriver. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et les 2 fois ou 2-3 fois où ça m'est arrivé, alors il y a une fois, je faisais faire un demi-tour à une yolette, donc c'est un bateau où il y a 4 personnes et un barreur. Et en fait, j'ai pas fait attention, j'étais au bout du ponton, il y a un pied qui est parti, et plouf. Voilà. Bon, c'était en été, pas trop de soucis, ça va. Ensuite, l'autre fois, enfin les 2 autres fois où ça m'est arrivé, j'étais une fois en double, une fois en 4. Donc, et les 2 fois, c'est le même système. Moi, j'étais à la nage, et quand on revient au ponton, on a apponté du coup, sauf que mon équipier a oublié de me dire que si je dépassais mon portant, il n'y avait plus de ponton, en fait. Il y avait beaucoup de monde sur le ponton derrière nous, et donc du coup, en fait, il a oublié de me le dire. Moi, à un moment donné où je vais passer par-dessus l'aviron qui est encore accroché au portant, bah, je pose le pied, mais dans le vide, fin de séance, fatigué, c'était des séances assez costauds, et ben, plouf dans l'eau. Alors, il y a une fois, c'est arrivé en période hivernale. Autant dire que j'ai pas eu vraiment très très chaud, même si notre cours d'eau à Orléans, il est plutôt chaud même en hiver, il est pas froid. Donc ça va. Mais ça peut arriver, et ce qui compte, c'est de savoir nager. Mais généralement, ça fait à peu près, là on est en 2024, ça va faire 6 ans que je fais d'aviron, 5-6 ans. Je suis tombé 3 fois à l'eau. En 5-6 ans, ça va. Donc là-dessus, pas de souci. Ensuite, dans les bateaux. Alors, dans le bateau, est-ce que ça arrive de se retourner et de tomber à l'eau ? Alors, dans les bateaux d'initiation, ça peut arriver, mais c'est hyper rare. Si vous avez un équipier qui gère bien l'équilibre du bateau, même si vous faites une erreur, dans votre initiation, il n'y aura pas de souci. En double, ça m'est arrivé peut-être d'être à 2 doigts de chavirer. Mais en vrai, ça a été récupéré par moi, par mon équipier, et ça a été. Donc clairement, n'ayez pas peur de ça. Alors après, comme le dit mon coach, lui a déjà vu des 4 se retourner, j'en ai déjà vu aussi, des 8 aussi, mais clairement, faut y aller très très fort pour faire ça. Il faut des circonstances vraiment très spécifiques pour que ça arrive. Donc là-dessus, pour les personnes DV, n'ayez pas peur. Après, on vous demande toujours si vous savez nager. Là-dessus, normalement, voilà, si vous savez nager, aucun souci. Moi, ce que je vous conseille dans tous les cas, en cas de chavirage du bateau, bah vous vous mettez sur le dos et vous attendez qu'on vienne vous chercher. Voilà, à moins que ce soit un cours d'eau hyper rapide, normalement ça devrait quand même aller. Même des cours d'eau avec beaucoup de courant, sachant qu'à l'aviron, on a quand même des cours d'eau qui sont pas des cours d'eau qui sont déchaînés. Donc il peut y avoir du courant, mais c'est pas non plus quelque chose de insurmontable. Donc clairement, je vous conseille, si vous avez chaviré, soit vous avez le bateau sous la main, vous restez à côté du bateau, dans tous les cas, soit vous avez perdu le bateau, et dans ce cas-là, vous restez sur le dos, et puis vous allez avoir une personne qui va venir vous chercher. Voilà. Cherchez pas à retrouver la berge tout seul, parce que si vous êtes totalement non-voyant, des fois, le fait de chavirer, on n'a plus nos repères de où est-ce qu'on est. Donc du coup, le mieux, c'est de rester là où on est. Voilà, s'il n'y a pas de danger. Voilà. Et souvent, sur les sorties encadrées, il y a quand même souvent des bateaux moteurs qui peuvent assurer la sécurité. Là-dessus, aucun problème. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour des points de vigilance en fait quand on débute aviron, quand on ne voit pas ou quand on voit mal. Vraiment sur la pratique sur l'eau. Moi j'ai envie de dire que
il y a peu de contraintes à ce qu'un déficient visuel rame, en fait. Parce qu'une fois dans le bateau, notre handicap n'en est plus un. Parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, pour ceux qui ne connaissent pas l'aviron, mais on rame avec le dos au sens de la marche. Donc c'est-à-dire que même les voyants ne voient pas où est-ce qu'ils vont. Et en fait, la façon de ramer fait qu'on est beaucoup sur les sensations qu'on va ressentir dans les mains, dans les pieds, vraiment un peu partout. C'est vraiment un sport de sensations. Et là-dessus, sur la progression, sur le début en tout cas, sur l'apprentissage, on va apprendre généralement, quand on est déficient visuel, on va apprendre plus vite que quelqu'un qui voit. Parce qu'on va tout de suite sentir des sensations, on va sentir des choses. Et souvent, ce qu'on appelle, moi je sais que mon ergothérapeute qui m'a appris à réutiliser certains objets du quotidien, elle appelait quelque chose, c'était le toucher instrumental. Donc c'est le fait d'être en capacité de ressentir le toucher avec un instrument. Donc généralement une fourchette, un couteau, des choses comme ça. Enfin, ce qui permet vraiment de savoir toucher avec un objet. Au final, l'aviron, on va venir toucher l'eau avec nos avirons pour venir ramer en fait et avoir une sensation de propulsion. Et du coup, dans les doigts, on a cette sensation de toucher d'eau. Et clairement, au tout début, ça va aider. Après, quand on va commencer à vouloir se perfectionner, là, ça va être d'autres choses, quelque chose de beaucoup plus fin à aller chercher. Et là, on est dans la même difficulté que tout le monde, c'est-à-dire de perfectionner son geste petit point par petit point. Et ça peut prendre très très longtemps. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'aviron? Bon, à part que c'est un sport génial, c'est un sport aussi, quand j'ai parlé beaucoup de débuter dans l'aviron, ce qui est très important aussi, c'est qu'une fois qu'on a des repères dans un bateau, c'est d'essayer de ne pas tous les week-ends changer de bateau, changer de poste, changer de repère. Pour une bonne raison, c'est que souvent on a besoin de temps pour s'habituer à ces nouveaux repères. Je donne un exemple. Donc moi je rame dans différents types de bateaux. Ma compétition principale c'est du double, en tout cas en catégorie handi. Mais il m'arrive dans mon club donc, de faire des bateaux plus longs que du double. Alors dans un double, la question ne se pose pas de où est-ce que je me mets. Je me mets forcément à la nage, c'est-à-dire le poste qui donne le rythme du bateau. Mais parce que du coup, celui qui est dans mon dos, ça va être mon équipier. Et lui va devoir regarder derrière lui pour gérer la direction et être sûr qu'on passe bien les ponts, qu'on passe bien au bon endroit et qu'on ne fonce pas sur un autre bateau. Voilà. Ça là-dessus, clairement, la personne non-voyante ne peut pas être à cet endroit-là. La personne malvoyante, j'éviterai aussi, même si elle peut avoir un bon reste visuel, ça serait quand même compliqué à gérer. Et dans les autres bateaux, où est-ce qu'on peut se positionner? Alors, comme d'habitude, jamais au dernier poste. Jamais au poste qui doit se retourner pour voir s'il y a du monde derrière. Ça, c'est clair et net, jamais à ce poste-là. Par contre, dans un 8, moi j'ai déjà ramé au 6, j'ai ramé au 2, j'ai ramé au 4, j'ai ramé au 3, j'ai pas ramé à la nage. Et du coup, voilà, clairement, on peut se dire, ah mais c'est compliqué. Et au final, c'est un poste, quel que soit le poste, on est capable de sentir le bateau, de sentir comment il bouge, de sentir tout ça, et de se caler avec tout le monde. Parce que le but c'est d'être calé ensemble, de ramer ensemble. Et ça, on est capable de le faire. Il faut juste s'habituer. Par contre, c'est extrêmement énergivore. C'est-à-dire que une sortie tranquille en 8, ça vaut largement plus d'efforts pour moi qu'une sortie très costaud en double où je vais être à la nage. Clairement, parce qu'à la nage, j'ai pas à réfléchir à cette sensation d'être avec tout le monde en même temps. Parce qu'à la nage, c'est plutôt les autres qui vous suivent. Et donc, du coup, normalement, si vous êtes dans le rythme du bateau, ça passe, il n'y a pas de souci. Par contre, quand vous êtes à un poste autre que la nage, il faut bien sentir quand on attaque, enfin, quand on est sur l'avant, quand on est sur l'arrière, à chaque moment du geste. Et du coup, on est concentré quasiment que sur ça, sur être avec les autres. Et ça demande vraiment, c'est ça qui demande l'énergie vraiment très très forte. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Si des personnes DV qui font d'aviron ont un autre point de vue, n'hésitez pas à me le dire, il n'y aura pas de souci, moi j'accepte tout. Moi je sais que mon point de vue sur ça, c'est que ça peut être très difficile. Et quand on change de poste, de bateau, tout ça, on met beaucoup de temps à s'y habituer. En tout cas, moi c'est mon cas. Et surtout dans un but de compétition. Là où je mets un gros bémol, quand le but c'est d'aller faire de la compète dans un 8 par exemple, ou dans un 4, mettez pas le DV au milieu du bateau. Mettez-le à la nage. Parce qu'en fait, et ça c'est du vécu, dans un entraînement, on a fait plusieurs moments où on faisait des accélérations. Le problème, quand on est dans un 8,
si vous perdez le rythme du bateau, le bateau vous roule dessus. Et c'est impossible pour quelqu'un qui ne voit pas, sans que le bateau arrête de ramer, sans qu'on s'arrête vraiment et qu'on se recale ensemble sur un point de départ, par exemple sur l'arrière ou sur l'avant, impossible de se remettre ensemble. Sauf que sur une course, on ne va pas s'arrêter tous les 20 coups pour se recaler ensemble. Alors que clairement, voilà, si on le met à la nage, c'est les autres qui, s'ils se perdent, vont pouvoir se recaler grâce à leurs yeux, parce que du coup, ça c'est important. Et au bout d'un moment, c'est que si vous savez plus où vous êtes, pour moi, clairement, ça m'est arrivé, j'étais perdu en fin de séance, j'ai vraiment été perdu par la puissance d'un bateau, de personnes qui sont derrière, devant vous, et au final, si vous n'êtes plus ensemble, ils vont vous dire, t'es en avance, t'es en retard, oui, mais en fait, je sais pas trop où est-ce que, à quel moment je suis en avance et comment me recaler en fait. Et ça, c'est très très compliqué. Donc là-dessus, voilà, clairement, c'est dans un but de compétition, la personne DV, toujours à la nage. Dans un but de juste progression, de sortie, une petite sortie en 8 pour kiffer, sans se faire d'accélération, en vrai, on peut le mettre partout, sauf au poste qui doit se retourner. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment mon avis sur ce sport, sur un sport qui est extrêmement inclusif, au final, parce que le handicap, on rame avec tout le monde, sans aucun souci. Et ça, c'est plutôt beau, et c'est rare les sports où on peut vraiment être tous ensemble, et prendre du plaisir surtout. C'est ça, c'est prendre du plaisir à ramer, prendre du plaisir à être sur l'eau, et ça, c'est hyper important. Donc forcément, moi, je vous encourage à aller voir si vous allez trouver, un club proche de chez vous. Alors c'est sûr, si vous n'avez pas de rivière dans le coin, il n'y aura certainement pas de club chez vous. Mais n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas aussi à leur faire écouter cet épisode, même si c'est peut-être un petit peu long, mais qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de complication à accueillir une personne non-voyante. Voilà, nous, on va toujours s'adapter aux choses. Il n'y a pas de complication à avoir une personne malvoyante, c'est pareil, elle pourra s'adapter. Là-dessus, aucun souci. Et je trouve que le sport, moi, personnellement, m'a beaucoup apporté, m'a apporté de l'autonomie, m'a apporté aussi une hygiène de vie qui a été différente de ce que j'avais avant. Et ça m'a permis de me trouver aussi une nouvelle passion que je n'avais pas avant de perdre la vue. Et clairement, ça, c'est hyper important de savoir, je fais quoi quand je ne vois pas. Est-ce que j'ai des sports qui sont inclusifs? Est-ce que j'ai des sports qui vont m'intéresser? Et clairement, l'aviron, vous pouvez le pratiquer partout. Et quel que soit le pays où vous êtes, quel que soit le club où vous êtes, tant qu'il y a une rivière, des bateaux, si vous avez appris à ramer, vous allez vous débrouiller dans quasiment n'importe quel bateau. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairci la vue sur l'aviron, sur ce sport qui est vraiment génial. Et si vous avez bien aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les différents réseaux sociaux. Je suis dispo sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. Voilà, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à commenter, ça me fera très très plaisir. Si vous avez envie de participer à l'émission, si vous avez des questions à me poser, des sujets auxquels vous voulez que j'aborde, envoyez-moi un email à l'adresse nicolas@unmirodanslaville.fr. En tout cas, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans Un Miro dans la ville.